Ce soir, nous plongeons au cœur d'une affaire qui a ébranlé une famille et soulevé des questions sur la protection des personnes vulnérables. Une histoire de confiance trahie, d'argent disparu et d'une lutte pour la justice. Nous suivrons l'affaire de la maman de Jean-Paul, révélée grâce à l'engagement de Ça peut vous arriver, est l'émission anti-arnaque animée par Julien Courbet. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. J'accueille sur ce plateau Jean-Paul et sa compagne Agnès. Merci à tous les deux d'être dans notre studio. Ça peut vous arriver. Donc Jean-Paul, vous nous arrivez des Alpes-Maritimes et nous allons parler de votre maman. Alors peut-être que certains se diront ça me dit quelque chose. Il était effectivement dans l'émission Arnaque où nous dévoilons des problématiques, mais dans l'émission Ça peut vous arriver, nous essayons d'avancer comme nous lui avions promis. Donc Jean-Paul, vous étiez avec votre maman. Comment avez-vous un jour découvert qu'il manquait de l'argent sur le compte de votre maman? Parce que vous deviez la voir régulièrement, elle vous en parlait. Comment ça a démarré l'histoire? L'histoire est qu'elle a fait une chute, qui l'a conduit à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elle a fait une double fracture de la colonne vertébrale. Et là, elle me dit, je rentre chez moi, contre avis médical du médecin de l'hôpital, et un de mes deux amis s'installe chez moi pour veiller sur moi en toute amitié. Alors, on y va point par point. Un de ces deux amis, est-ce que vous saviez qu'elle avait deux amis? Quel âge avait votre maman et quel âge ont les amis? Alors, ma maman avait 77 ou 78 ans déjà à l'époque. Oui. Et les amis? Les amis, alors un, je crois qu'il est entre 50 et 55, et ça doit être à peu près pareil pour l'autre. Madame, ses amis étaient-ils là bien avant? Elle a le droit d'avoir des amis de 55 ans, ou est-ce qu'ils sont apparus sur la fin de l'histoire? Non, ils étaient là avant et ils ont même été imposés à notre mariage en 2017. Alors, imposés par qui? Par sa maman. D'accord, donc c'était vraiment des gens qu'elle connaissait depuis longtemps. Oui, ça faisait déjà quelques années qu'elle les connaissait. Bon, alors, après, elle rentre chez elle contre l'avis médical, donc vous, je suppose que vous supposez que c'est ces deux personnes qui ont insisté pour qu'elle rentre chez elle ou... C'était clair, net et précis. Alors, clair, net et précis, après, il faut un petit peu de preuves quand même. Oui, évidemment. Ouais, bon. Mais j'ai malheureusement pas de preuves, puisque c'est la parole de ma maman. Non, parce que nous, on ne peut pas se permettre de dire, vous le comprenez. Non, mais tu avais eu au téléphone celui qui s'est installé chez elle. j'ai appelé les deux au téléphone pour leur dire maintenant, ça suffit. Donc, là, vous elle mettez rentre... en danger la vie de ma maman. Elle rentre contre l'avis médical. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ou c'est qu'après son décès que vous allez découvrir toutes ces... Non, alors là, du coup, quand on a appris ça avec ma femme, la sœur de ma maman, ma tante, on est monté chez elle. On a vu qu'on a essayé de retrouver des papiers, quelque chose, parce qu'on suspectait des détournements. Des détournements, voilà. Le ménage avait été fait, il y avait quasiment plus aucun relevé de compte, plus aucun papier. On a réussi à trouver 3 ou 4 relevés de compte où il apparaissait, coïncidence, des virements sur le compte en banque personnel d'un des deux amis et sur le compte de son entreprise du BTP. Alors, très bien. Alors, les choses, ça, par contre, c'est des choses que l'on peut prouver. Blanche Grandvilliers, donc on a une personne âgée qui était dans un fauteuil roulant, qui aurait fait des virements à une personne et à une société qui fait dans le BTP. Dans le BTP. Et qui appartient à la personne qui l'a aussi touché à titre personnel. Tout à fait. Alors ces montants, madame, sont de combien à peu près? Alors j'ai plus les montants en tête, mais il y a eu des virements de 23 000, il y a eu des virements de 7 000, il y a eu des retraits d'espèces de 15 000 euros, il y a eu des chèques énormes, mais pareil, on ne sait toujours pas à qui ils ont été faits. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la défense qui, ce monsieur n'est qu'accusé de rien, comment explique-t-il que l'entreprise de BTP ait pu toucher des milliers d'euros de la part d'une dame grabataire sur un siège roulant et à titre personnel? Il les justifie comment? Alors, à titre personnel, il les justifie, comme je vous le disais tout à l'heure. J'aurais été kidnappé pour une partie. Alors j'aurais été kidnappé. Attendez, que les choses soient claires. Vous avez été entendu par la police. Oui, j'ai été entendu par la police. Ce qu'on dit est grave. Donc, il a été entendu par la police puisque vous avez déposé plainte. Qui m'a lu sa déposition. Et qui a lu la déposition de ce monsieur qui a touché de la part de la vieille dame à titre personnel de l'argent, mais également sur sa société. Et sur la déposition, ce monsieur qui a touché l'argent dit... Donc, j'ai appris que j'avais été kidnappé. Ce qui n'est pas vrai. Non. Et que ce monsieur avait payé ma rançon de 20 000 euros. Et que c'est pour ça qu'il avait prêté ces fameux 20 000 euros à ma maman. Mais s'il l'a prêté, ça veut dire que l'argent est allé sur le compte de votre mère. Il n'y a aucune trace d'argent. De rien. Les seules traces d'argent, c'est du compte de ma mère au compte de ce monsieur. Parce que ce qu'on reproche à ce monsieur, c'est pas d'avoir donné de l'argent à votre mère, c'est d'en avoir pris. Tout à fait. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a demandé à votre mère de payer la rançon. Non, c'est ma mère qui lui a demandé de payer ma rançon. Voilà, donc il lui a donné les sous à lui. Non, c'est lui qui a prêté les sous. Mais de toute façon, ce monsieur ne parle que d'argent liquide. Oui, d'accord, ok. Bon, voilà, très bien. donc effectivement... Alors, les virements, comment il les explique? Les virements, ils sont pas expliquent pas. Ils les expliquent pas. Ils expliquent pas. Alors, on va faire un petit point judiciaire parce que si ce que dit, je mets tout ça au conditionnel, ce monsieur est vrai, c'est une aberration totale qu'il ne se passe rien. Donc, la plainte date de quand?
2017, juin 2017. Donc, en juin 2017, c'est là que vous avez eu l'enlèvement et compagnie dans la déclaration. Non, l'enlèvement, je ne sais, j'ai pas la date. Je sais bien, puisqu'il n'a pas eu lieu. Mais lui, il a été entendu quand ? En janvier de cette année, en janvier 2023, je crois. Ah bon, donc en janvier 2023, donc il y a 1 an. Oui. Voilà, ce monsieur a été entendu, il se passe rien. Donc faisons un petit point juridique et puis après on appellera les différents protagonistes. Bonsoir officier. Merci de nous rejoindre ce soir pour éclaircir certains points autour de cette affaire qui suscite de nombreuses interrogations. Vous êtes ici en tant que consultant sur cette affaire, elle n'étant pas directement impliquée dans l'enquête. Pouvez-vous nous éclairer sur les implications légales et les défis que représente une affaire de cette complexité ? Bien sûr. Une affaire de cette nature présente plusieurs couches de complexité, notamment en raison des différents acteurs impliqués et des diverses infractions potentielles. Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation concernant l'infirmier mis en cause et ses relations suspectes ? La première difficulté réside dans la détermination de la légalité des actions de l'infirmier, notamment concernant les accusations de fraude à l'assurance maladie et d'intimidation. Quelles seraient les implications pour les élus locaux et les autres parties ? Si des preuves de complicité ou de négligence de la part des élus ou de membres de l'ordre des infirmiers étaient établies, cela pourrait entraîner des enquêtes pour abus de pouvoir ou corruption. En ce qui concerne les menaces reçues par le président de l'association, comment cela est-il généralement traité impliqué ? Les menaces, surtout lorsqu'elles visent à entraver une enquête ou à intimider des témoins, sont prises très au sérieusement par la justice. L'enjeu est de protéger les victimes et les témoins tout en poursuivant les auteurs de ces menaces. Cela nécessite souvent une enquête approfondie pour identifier les auteurs, même si les menaces sont faites anonymement ou indirectement. Et concernant Tracfin et les transactions financières douteuses, comment cela aide-t-il l'enquête ? La question de la responsabilité légale est également cruciale concernant la banque et les transactions financières suspectes. Si la banque n'a pas respecté les protocoles de vigilance, elle pourrait être tenue pour responsable. Pour les paiements aux coachs sportifs, par exemple, l'analyse des transactions peut établir s'ils étaient justifiés ou non. Quels conseils donneriez-vous aux citoyens qui pourraient avoir des informations sur cette affaire ? Sachez que vos témoignages peuvent être déposés de manière confidentielle et jouent un rôle déterminant dans la progression de nos enquêtes. Rappelons-nous que la justice dépend de la vigilance et de la participation de tous. Bonne soirée. Merci pour votre analyse et vos conseils. C'est un plaisir. Rappelons-nous que la justice dépend de la vigilance et de la participation de tous. Bonne soirée. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Alors, avant de parler effectivement de la plainte, on peut déjà rappeler ce qui s'est passé au niveau de la tutelle des mesures de protection. Il se trouve que la mère de Jean-Paul était, comme on dit, sous emprise. Elle était sous emprise de ces 2 personnes qui lui ont fait faire un certain nombre de choses, qui ont démontré, et ça figure dans les jugements, qu'alors qu'elle avait des revenus confortables, elle avait des dettes. Donc, là, Jean-Paul a parfaitement raison, mais il était complètement coupé de sa mère. Et il a tout fait pour la faire mettre sous curatelle, puis sous tutelle, avec l'opposition de sa mère, qui était d'ailleurs défendue par des avocats qui étaient amis avec ces 2 personnes. Donc ça a été très très compliqué pour lui. Il y a un lien de parenté, excusez-moi. Aujourd'hui... Il y a un lien de parenté ? Oui, lequel ? La nièce. L'avocate est la nièce d'un des 2, ouais. De celui qui s'est fait des virements sur son compte. D'accord. Voilà. C'est l'avocate de ce monsieur ? C'était l'avocate de sa mère aussi. De sa mère aussi. De sa mère, vous voyez. Donc finalement, Jean-Paul... C'est pas illégal, hein ? Non, c'est pas illégal, mais ça vous montre, si vous voulez, que l'emprise est toujours là. Finalement, Jean-Paul a réussi à être nommé tuteur, il a réussi à la faire mettre sous tutelle, mais le problème, c'est que il arrive bien après la bataille, j'ai envie de dire, et c'est très compliqué aujourd'hui pour retrouver des éléments de preuve. Alors, chers téléspectateurs, ce soir, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir une figure emblématique de la justice française. Une femme dont la réputation n'est plus à faire, reconnue pour son intégrité, son engagement sans faille en faveur de la vérité et de la justice. Elle a consacré sa vie à lutter contre les injustices, veillant à ce que la loi soit appliquée de manière équitable et impartiale. C est une experte en matière de curatelle, de tutelle et des méandres souvent complexes du système judiciaire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité distingué, le juge des instructions, consultante pour notre émission ce soir. Son expertise sera cruciale pour démêler les fils de cette affaire qui a ému l'opinion publique. Après avoir visionné cet extrait poignant de l'émission de Julien Courbet, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur un aspect crucial de cette affaire. La protection et la défense des intérêts des victimes sont primordiales dans notre système judiciaire.
Pourriez-vous nous éclairer sur le rôle spécifique de la curatelle dans ce contexte? Comment son action ou son absence d'action peut-elle influencer la situation des victimes, notamment en cas de manquement à ses devoirs? La banque et la curatelle ont la responsabilité de protéger les intérêts financiers des personnes vulnérables. Toute négligence de leur part ou complicité dans des transactions douteuses sera examinée avec la plus grande attention. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. S'il vous plaît, Un tout petit mot sur le coach sportif. Jean-Paul avait justement posé la question de savoir est-ce qu'il était assuré, est-ce qu'il était déclaré. On ne sait pas ce que c'est. Coach sportif, justement, ça veut rien dire. J'allais venir, coach sportif. Est-ce qu'on a le numéro de ce monsieur ou pas du tout? Oui, nous l'avons. Alors, on va essayer de l'appeler ce monsieur pour qu'il nous donne sa version des faits. Il est parfaitement innocent pour l'instant aux yeux de la loi. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Tout à fait. Il a fait une partie, les premières factures sont au nom du coach sportif. Ouais. Les dernières factures sont émises en tant que physiothérapeute. Ah. C'est un diplôme d'État. D'accord, ok. Et pareil, dans votre reportage, il dit qu'il a 5 ans d'études, un diplôme, et puis que finalement, le monsieur patron des kinésithérapeutes dit que le diplôme dont il parle n'est pas valable. Bon, alors essayons de l'avoir pour qu'il nous donne sa version des faits. C'est parti, salle des appels. Qui s'occupe de ça et qui appelle s'il vous plaît? Écoutez, c'est moi, je vais appeler le coach sportif. Voilà, et tout de en suite. parallèle, nous allons appeler celui des deux qui a parlé. C'est Pierre ou... Ils s'appellent tous les deux Pierre. C'est Pierre P ou Pierre S qui a parlé dans le Pierre P. reportage? C'est Pierre P. Nous allons essayer d'appeler Pierre P. Sofiane. Voilà, alors on essaie d'avoir Sofiane. Oui, Sofiane, ne quittez pas. Sofiane, m'entendez-vous? Allô, Sofiane? Oui. Oui, Sofiane, bonjour, je me présente, Sofiane. Vous allez être un petit peu surpris. Julien Courbet, nous sommes en direct RTL, simultané M6. Sofiane, nous revenons sur l'histoire, vous savez, de cette dame, et je voulais juste savoir, comme ce monsieur qui est à mes côtés, son fils, ne comprend pas trop ce qui s'était passé au niveau des soins, pouvez-vous juste nous expliquer, à un moment donné, vous preniez, je crois, et c'est pas un reproche, 600 € par mois pour faire des soins à cette dame, vous aviez été mis en contact avec elle comment? Par son infirmier, monsieur Harini. Alors, monsieur Alain, c'est son infirmier qui lui a conseillé de vous donner des soins, d'accord, et après, apparemment, il y a eu un changement de fonction, vous êtes devenu physiothérapeute. Les factures n'étaient plus les mêmes, c'est bien ça? Non, ça a toujours été les mêmes. Ah, ça a toujours été les mêmes. J'ai Jean-Paul qui est à mes côtés, il paraît que monsieur dit que c'était les mêmes factures. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Que de toute façon, c'était des factures en tant que physiothérapeute pour partie. Voilà, mais est-ce que vous êtes physiothérapeute, vous, monsieur? Oui, bien sûr. D'accord. Je suis. Oui, je vous écoute. Non, allez-y, expliquez-nous. Juste, on vérifie comme ça, vous voyez, ça met tout le monde... Oui. En fait, comment ça s'est passé? Donc tout était dans les règles, hein, dans le sens où moi je suis intervenu. Moi je gagne très bien ma vie. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin en plus de Eliane. C'est vrai que mes prestations sont un peu plus élevées que celles du marché actuel. Ouais. Mais c'est parce que c'est par rapport au travail que je fournis. Et mes clients ont toujours été satisfaits de ce que je faisais. Je travaille simplement dans le privé. J'ai un master en rééducation et réathlétisation. Ça, je peux vous l'envoyer comme diplôme. Mais est-ce que vous êtes physiothérapeute, monsieur? Oui. Alors, j'ai un master en rééducation et réathlétisation. Mais est-ce que le master en rééducation, réathlétisation, c'est un master de physiothérapeute? Est-ce que quand on fait, parce que là on parle à tout le monde, quand on fait de la rééducation, est-ce qu'on est physiothérapeute? C'est juste ma question. Parce que nous on a été voir quelqu'un qui dit que ce diplôme il connaît pas trop en tant que physiothérapeute, l'appellation. Voilà, physiothérapeute, c'est un terme un petit peu anglo-saxon. D'accord, qui définit la rééducation de tout type de blessure. Ok. Vous, c'est en société de toute façon que vous facturiez. Je finis. Oui, allez-y. Oui, bien sûr, c'est en société. Je finis. Donc, c'est monsieur, son infirmier qui m'a dit que elle avait du mal à marcher. Moi, je vous dis exactement tout comment ça s'est passé. Hein. Et donc, son infirmier me contacte et me dit voilà. Ma patiente a besoin un peu de renforcement et tout ça. Je viens, on fait le diagnostic. Elle me dit que tout est OK. C'est pas gênant que ça soit l'infirmier qui décide de choisir comme ça? C'est pas un médecin qui fait ça, normalement? Je sais pas, monsieur. Moi, je suis venu, j'ai fait le diagnostic. On m'a dit ça. OK. Simplement, une semaine après, avant que je commence mon travail, Madame Lipko a été placée sous curatelle. Oui. On est d'accord. Donc moi, Madame Lipko, de elle-même, de son compte personnel, ne m'a jamais fait aucun paiement. C'est la curatelle qui m'a constamment payé. D'accord. Qui était d'accord avec tout ça. Bon, ben ça marche. Donc tout était en règle. Ok, monsieur. Alors, vous pouvez me redonner le nom de l'infirmier quand même, qu'on essaie de savoir comment vous le connaissiez, l'infirmier, à l'époque? Oui, Harini.
Alors, si vous pouvez hors antenne nous donner ses coordonnées, comme ça, qu'il ait le droit aussi de donner sa version des faits. Monsieur Abdi, merci. Je tenais absolument à vous avoir, que vous donniez... Sans accès direct au dossier et en me basant sur les éléments exposés, plusieurs points méritent une attention particulière sous l'angle du droit français. Premièrement, la rémunération de Sofiane par la curatelle pour des services de coaching sportif interpelle quant à la conformité avec le Code civil, notamment les articles relatifs à la protection juridique des majeurs, articles 425 et suivants, qui encadrent les missions du curateur et sa responsabilité dans la gestion des intérêts de la personne protégée. Concernant l'introduction de Sofiane dans le parcours de soins de la patiente par un infirmier et sans consultation préalable d'autres professionnels de santé, il est important de se référer au Code de la santé publique, et plus précisément à l'article R 4311-7, qui définit les actes professionnels que les infirmiers sont autorisés à réaliser ainsi que les conditions de collaboration avec d'autres professionnels de santé. La question de savoir si l'intervention de Sofiane était conforme à ces règles nécessite une analyse approfondie. Quant aux qualifications de Sofiane et à la justification de ses honoraires, le Code de la santé publique, en ses articles L 4321 et suivants, qui réglementent l'exercice des professions de rééducation kinésithérapeute notamment, ainsi que la loi numéro 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peuvent fournir un cadre pour évaluer la légitimité et l'adéquation de ces interventions au regard des qualifications requises. Enfin, si l'intervention de Sofiane a été effectuée sans les qualifications adéquates ou a entraîné un préjudice pour la patiente, cela pourrait engager sa responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute, conformément à l'article 4321-14 du Code de la santé publique, et potentiellement celle de l'infirmier ou de la curatelle pour complicité ou négligence dans la gestion de la protection juridique de la personne concernée. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Dans un deuxième temps, on aura peut-être l'infirmier qui a lui-même... Ah, on a l'infirmier tout de suite, prenons-le en priorité. Hervé. Oui, ne quittez pas, cher monsieur, vous allez pouvoir l'expliquer à l'antenne. Alors, voilà, monsieur Harini qui est en ligne, il est infirmier. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, en direct oui, RTL simultané MC. Je vais faire très vite, monsieur. On essaie de comprendre ce qui arrive. Vous êtes au courant de l'histoire de la maman de Jean-Paul. C'est vous qui... Je voulais juste avoir la vérification. C'est vous, en tant qu'infirmier, qui avez demandé à monsieur Abdi, le coach, de vous occuper de cette dame. Alors, tout simplement, oui, comme j'ai expliqué tout simplement au monsieur auparavant. Donc, moi, j'étais infirmier libéral. Cette dame avait un problème de chute à domicile très important et un problème justement de déhanchement au niveau de son bassin parce qu'elle avait une canne d'un côté et elle avait une jambe défaillante de l'autre. Juste, monsieur, tout ceci, je suis au courant. C'est pour pas que vous parliez pour rien. D'accord, ok, pas de souci. Ma question est la suivante. En tant qu'infirmier, vous passez pas par le médecin. Voilà, c'est une question. Vous ne demandez pas au médecin de choisir. Tout simplement, le médecin donc avait prescrit de la kiné. Donc tout simplement le kiné malheureusement avec tout ce qu'il a fait malheureusement c'était assez complexe pour elle parce que malheureusement il faisait ce qu'il avait à faire. Écoute, allons à l'essentiel. Vous, le médecin, avez choisi un kiné, mais vous avez décidé de prendre un coach sportif. Ah non, le kiné était là. Le kiné était là. Pour le qui coach était en supplément, en complémentarité. Oui. Ok, donc elle avait un kiné qui l'a soigné et vous, en tant qu'infirmier, vous avez décidé de prendre un coach sportif. Alors pas décidé. J'ai demandé à la patiente justement son aval. Donc, la patiente qui était en pleine connaissance, enfin en pleine conscience. Oui, elle avait toute la tête, il n'y a aucun souci, elle n'était pas sous tutelle, etc. Et le kiné, il était au courant ? Alors le kiné, moi, personnellement, chaque fois que je voyais Eliane, je disais qu'est-ce qu'il faisait le kiné. Non, c'est pas ma question. Est-ce que vous avez dit au kiné, monsieur le kiné, qui est diplômé, je vais prendre un coach sportif en plus du kiné ? Ah non, ça non. Parce que vous imaginez que le coach sportif, il faut peut-être faire des mouvements qui sont complètement contraires à celui qui a décidé le kiné. Non, c'était de la gymnastique douce. Ça veut dire tout simplement, c'était lever de la chaise, rester debout et s'asseoir, tout simplement pour muscler justement les jambes, tout simplement. Donc le travail du kiné ne servait à rien alors ? Non, c'est pas qu'il servait à rien, c'était en complémentarité. Ça veut dire le kiné faisait ses mouvements, mais le but c'était de renforcer les membres. Pour être transparent, un généraliste dit il faut des séances de kiné, un kiné fait ses séances, mais vous estimez que ça ne suffit pas, donc vous appelez un coach sportif qui se dit physiothérapeute pour venir 600 € par mois compléter ce que fait le kiné. Non, c'était un coach sportif justement. Il est physiothérapeute. Ah ça, par contre, moi je sais pas. Moi, je sais qu'il est coach sportif. Moi je sais pas. Moi personnellement, voilà, j'ai connu en tant que coach sportif, donc j'ai proposé à Eliane si elle était d'accord, justement, en complémentarité de ce qu'elle faisait,
pour éviter justement le risque de chute et renforcer musculairement. J'ai compris, monsieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais le débat est sur est-ce qu'Eliane était consciente de ce qu'elle faisait ou pas, vu qu'elle a fait des virements. Elle a aussi fait des virements. Oui, mais monsieur, vous dites oui, mais elle a fait des virements sur des entreprises de bâtiments publics. Malheureusement. Donc, le fils qui est là, qui la connaît un peu, il va vous parler d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, bonjour Romain. Oui, bonjour. Allez-y. Moi, j'ai une petite question toute simple. Tu te souviens que tu m'as fait une attestation me disant que tu étais obligé de quitter ma maman au vu de ce qui se passait? Attestation écrite, signée de ta main. Moi, à la base, l'environnement... C'est quoi cette attestation? C'est pas de quoi vous parlez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'attestation? Dans l'attestation, comme quoi je quittais justement les soins, tout simplement parce qu'il y avait des histoires que, à la base, je ne connaissais pas forcément les tenants aboutissants. Et c'était avant l'arrivée du coach sportif? Non, c'était... c'était avant l'arrivée du coach sportif. Bon, ok monsieur, n'allons pas plus loin. Voilà, on voulait connaître le contexte, on le connaît, on a compris. Je vous remercie de nous avoir parlé. Voilà. Merci à vous. Tout ça pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, la justice, et écoutez bien, aurait classé sans suite cette affaire, alors qu'il y a des preuves évidentes. Voilà, c'est quand même un infirmier. J'ai rien contre les infirmiers. Au contraire, on les défend. Il y a un kiné qui est choisi par un médecin, mais l'infirmier dit « ça suffit pas le kiné, je prends un coach qui lui-même, l'infirmier s'en va en disant « il y a des histoires, je veux pas être mêlé à ça », avant même que le coach arrive, il y a de l'argent qui transite sur une entreprise de bâtiments publics, et bien aujourd'hui la justice... De bâtiments tout court. De bâtiments tout court. Aujourd'hui la justice, et là on s'adresse au procureur de Nice, monsieur le procureur, les gens ne comprennent pas. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation concernant l'infirmier mis en cause et ses relations suspectes? Ces observations soulèvent des inquiétudes majeures. Quant à la coordination des soins médicaux et à la possibilité d'une collusion entre les différents intervenants. Le fait que l'infirmier agisse en contradiction avec les recommandations du médecin traitant, tout en ne consultant pas le kinésithérapeute pour l'introduction du coach, suggère une possible connivence visant à manipuler la situation. De plus, l'omission de l'infirmier d'informer les autorités compétentes après avoir fourni une attestation au fils de la victime pourrait constituer une violation de l'article 223-6 du Code pénal français qui oblige les professionnels de santé à signaler aux autorités compétentes tout fait dont ils ont connaissance et qui leur permet de prévenir ou de faire cesser une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Le timing de l'abandon des soins par l'infirmier juste après la mise en place de la curatelle pour la victime soulève des interrogations supplémentaires. Cette séquence d'événements pourrait indiquer une tentative de s'acheter une tranquillité en évitant toute responsabilité médicale ou financière liée à la situation de la victime. Il est crucial d'analyser de près ces circonstances pour déterminer s'il y a eu une manipulation délibérée des soins médicaux et une exploitation des vulnérabilités de la victime à des fins personnelles ou frauduleuses. L'implication d'élus locaux, informés des agissements et soutenant malgré tout la création d'une association par l'infirmier, soulève des questions d'éthique et de conflit d'intérêts. L'association, bien que légalement constituée, si elle a servi à blanchir l'image de l'infirmier ou à faciliter d'autres abus, pourrait être scrutée sous l'angle de l'abus de confiance. Permettez-moi de rappeler d'abord et avant tout que la présomption d'innocence est un pilier de notre système judiciaire. Peu importe les circonstances ou les pressions médiatiques, il est impératif que nous,
En tant que professionnels de la justice, maintenons cette présomption pour toute personne accusée jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie. En tant que juge d'instruction et maintenant consultante, j'ai toujours veillé à ce que ce principe fondamental guide mon approche des affaires judiciaires. Il est crucial que le public comprenne et respecte ce principe, car il protège les droits de l'individu et assure l'équité du processus judiciaire. Alors que nous clôturons notre émission spéciale ce soir, l'histoire de la maman de Jean-Paul reste un puissant rappel de notre responsabilité collective envers les membres les plus vulnérables de notre société. Cette affaire, loin d'être isolée, met en lumière des problématiques profondes qui requièrent notre attention et notre action. Nous faisons appel à toute personne ayant des informations supplémentaires sur cette affaire, ou des témoignages concernant les protagonistes impliqués, à ne pas rester silencieuse. Votre contribution peut s'avérer cruciale dans la quête de justice et de vérité. Nous vous encourageons à contacter les autorités compétentes pour partager toute information qui pourrait aider à faire avancer l'enquête. Ensemble, nous pouvons faire une différence. En levant la voix, en partageant nos histoires et nos preuves, nous aidons à protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Ne sous-estimez jamais l'impact que peut avoir un seul témoignage. Si vous savez quelque chose, parlez. Les autorités sont là pour écouter et agir, mais elles ont besoin de notre aide pour apporter la lumière sur des affaires comme celle-ci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Continuons de veiller les uns sur les autres, et ensemble, œuvrons pour une société plus juste et plus sûre pour tous.